Salut tout le monde et bienvenue dans Statch. On va revenir sur tout ce qu'il s'est passé à la WWE durant le mois de janvier en un quart d'heure environ. Une fois n'est pas coutume, on commence par la NXT. D'abord, Matt Riddle a vaincu Kassius Ohno une deuxième et une troisième fois en janvier, mettant, je l'espère, un terme à leur rivalité. Dans la division par équipe, on a beaucoup de sang neuf avec l'arrivée de l'équipe de Fabian Aichner et Marcel Barthel, une équipe très impressionnante. Ils tentent de mettre les Forgotten Sons en avant, mais ça a beaucoup de mal à prendre avec moi. En grande partie parce que je trouve que Jackson Ryker a moins l'air intimidant que complètement demeuré. Où suis-je ? Les Street Profits sont toujours une équipe en or, et bien sûr, concernant les équipes les plus dominantes, les War Raiders ont vaincu l'Undisputed Era à TakeOver Phoenix pour devenir les nouveaux champions par équipe. Les personnages sont plantés, j'ai hâte de voir comment ça se développe. Dans la division féminine, nous avons une nouvelle équipe, Io Shirai et Kairi Sane. Les deux japonaises affrontent Jessamine Duke et Marina Shafir, la moitié des 4 cavalières des MMA. Elles ont remporté la première manche en janvier, mais je pense que cette rivalité ne fait que commencer. De son côté, Bianca Belair, jusqu'alors invaincue en 1 contre 1, n'est pas parvenue à battre Shayna Baszler. Moi je dis autant la faire monter sur le roster principal du coup. Maintenant que cette rivalité est terminée, ça laisse un grand vide dans la division féminine, mais c'est pas comme s'il n'y avait pas le talent pour le combler. Parlant de challenger qui n'arrive pas à atteindre son objectif, Aleister Black a perdu son match à NXT TakeOver Phoenix. On peut donc présager qu'il montera lui aussi sur le roster principal après WrestleMania, puisqu'il n'y a plus grand chose pour lui à faire à NXT. La performance de Tommaso Ciampa lui assure la 10ème place dans le classement de janvier, et oui, seulement 10ème, ça a été un peu foufou sur le roster principal ce mois-ci. En revanche, la scène qui bouge beaucoup, c'est le titre nord-américain. Ricochet, le champion en début du mois et 9ème du classement de janvier 2019, n'a pas pu conserver sa ceinture face à son challenger Johnny Gargano dans le meilleur match du mois à NXT TakeOver Phoenix. Le nouveau champion a déjà les mains pleines d'ailleurs puisque Velveteen Dream et Adam Cole sont déjà en lice pour devenir les challengers du titre nord-américain. On ne sait pas encore lequel des deux ou même si les deux vont affronter Johnny Wrestling, mais la carte de NXT TakeOver New York en avril commence déjà à scintiller. Beaucoup de rivalités ont lieu en ce moment dans le show noir et or, mais on sent qu'on est dans une période de transition qui fait que NXT ne dépasse pas la note de B+, en janvier. La période de WrestleMania approche, certains catcheurs vont être appelés sur le roster principal, donc d'autres commencent à émerger, mais les 2 prochains mois vont devoir conclure beaucoup de choses, attendons de voir où ça va aller. 205 Live. Depuis le départ de Mustafa Ali, on sent qu'il y a un vide à combler à 205 Live, et là encore, les choses bougent beaucoup. D'abord, la division poids léger a accueilli Humberto Carrillo, un voltigeur de la NXT qui a perdu son premier match contre le champion Buddy Murphy, mais a gagné son deuxième match contre Grand Metalik. Une rivalité semble pointer le bout de son nez entre Carrillo et Gulak et Galagale, puisque ces deux derniers n'aiment pas trop ça les voltigeurs. Pour eux, le vrai catch, c'est pas des pirouettes, c'est les 2 pieds sur terre. Les 3 hommes forts de 205 Live en janvier, Buddy Murphy exclu, ce sont les 3 hommes qui sont parvenus à se qualifier pour le match à 4 au Royal Rumble. Kalisto brille comme toujours, Akira Tozawa a eu un très bon match contre Drew Gulak, ce qui, couplé à son excellente performance au Royal Rumble, puis dans le match contre Itami la semaine suivante, le propulse à la 8ème place du classement de janvier, mais c'est Hideo Itami qui a le plus progressé ce début d'année, au point de mériter la 5ème place du classement. D'ailleurs, son bras droit, Ariya Daivari, s'est retourné contre lui lors de la dernière semaine de janvier, ce qui laisse supposer qu'une rivalité est lancée, et étant donné le niveau des 2 hommes, on peut s'attendre à de très grands matchs. Petite note rapide, entre le moment où j'ai écrit la vidéo et le moment où je l'ai montée, Itami a quitté la WWE, donc à la réflexion, faut peut-être pas trop s'attendre à une rivalité entre Itami et Daivari. Le niveau à 205 Live reste excellent, garantissant à l'émission une note de B+, sur le mois de janvier. Mais ce que la branche violette de la WWE maintient en talent entre les cordes, elle l'a un peu perdu en caractérisation de personnages et en développement de scénario. Je pense que, comme à NXT, on est dans une période de transition, donc il ne reste qu'à patienter. Raw Undercard. Avec le Royal Rumble, la carte a été un peu secouée, mais je dirais que l'Undercard a été occupé par 2 défenses de titre totalement anecdotiques de Gable et Roode contre The Revival. Est-ce que c'est la fin de la rivalité ? Peut-être. Et c'est aussi peut-être le début d'une rivalité entre The Revival et l'équipe récemment reformée de Zack Ryder et Kurt Hawkins. Kurt Hawkins qui, je vous le rappelle, est sur une série de 242 défaites. Alexa Bliss a dévoilé ce mois-ci les ceintures par équipe féminine. Je dirais qu'elles sont vraiment très belles. Les premières championnes par équipe seront couronnées le mois prochain dans un Elimination Chamber dans laquelle 6 équipes s'affronteront, 3 équipes de Raw et 3 équipes de SmackDown. Les 2 premières équipes qualifiées sont Nia Jax et Tamina, et Sarah Logan et Liv Morgan du Riot Squad. Sont également qualifiées Sonya Deville et Mandy Rose à SmackDown.
Bobby Lashley a vaincu Dean Ambrose et Seth Rollins pour devenir le nouveau champion intercontinental. Difficile de dire avec qui il est en rivalité aujourd'hui, puisque Seth Rollins et Dean Ambrose ont d'autres projets, et que Lashley a interagi avec Apollo Crews il y a 2 semaines et avec Finn Balor la semaine dernière, donc bon, toujours pareil, j'attends de voir. On est dans une période de transition à beaucoup de niveaux à la WWE en ce moment. Hop, midcard! Sans surprise, la rivalité Sasha Banks contre Ronda Rousey, lancée un peu à la hâte, a été remportée par Ronda Rousey, mais Banks n'a pas du tout démérité dans leur match au Royal Rumble. The Boss rappelle qu'elle pourrait être largement au niveau du main event si la division féminine était traitée avec autant de sérieux que le sont Ronda Rousey, Charlotte Flair et Becky Lynch. Drew McIntyre a l'air de vouloir refaire équipe avec Baron Corbin. Je sais pas pourquoi. Voilà. Main Event! Braun Strowman devait affronter Brock Lesnar au Royal Rumble, mais comme il a un peu défoncé la voiture du patron Vince McMahon, ce dernier lui a retiré ce match et c'est peut-être pas plus mal étant donné que Braun Strowman a donné la pire promo de janvier. Parfois, même quelqu'un avec une excellente présence et un bon sens de la répartie peut avoir un moment de flou total, oublier son texte et se retrouver paralysé. C'est ce qui est arrivé à Braun Strowman à Raw, et je suis obligé de lui mettre une mention déshonorable pour ça, c'était incroyablement gênant. En revanche, ça a permis à Finn Balor de gagner sa place dans un match pour le titre universel au Royal Rumble. Le match fut bon, et je vais même aller plus loin, Brock Lesnar a été un très bon champion universel ce mois-ci. Il a vendu les attaques de Finn Balor avec énormément de conviction, il a vraiment donné l'impression d'être allé au bout de ce qu'il pouvait faire, il a été présent toutes les semaines ou presque, jouant son personnage à la perfection. Bon, il est toujours loin du top 10 de janvier, mais pour une fois, il est aussi loin de la mention déshonorable. Ce qui me laisse tout le loisir de vous parler du vainqueur du Royal Rumble masculin 2019, Seth freaking Rollins, qui ira affronter Brock Lesnar à WrestleMania avec la bénédiction de Triple H. Seth Rollins a évidemment été continuellement excellent à Raw en janvier, notamment durant les 2 premières semaines dans sa courte rivalité avec Bobby Lashley. Sa victoire en Royal Rumble n'a vraiment pas été ce qu'elle aurait pu être, mais ça reste néanmoins une victoire qui fait vraiment plaisir et qui propulse Seth Rollins à la 2e place du classement. Et oui, 2e seulement, ça a été un mois de folie à SmackDown. Les McMahon ont annoncé une nouvelle ère et j'étais très sceptique, mais j'ai l'impression que les choses bougent un peu à Raw. Très lentement certes, mais Brock Lesnar a de nouveaux adversaires qui le mettent en danger, Bobby Lashley a arrêté de montrer son cul, Finn Balor est largement mis en avant. Non, en moyenne, ça a été un mois un peu mollasson, mais relativement correct pour Raw, qui atteint la note de C+. SmackDown Undercard. Alors nous allons aborder l'histoire de Mandy Rose et Naomi. Mandy Rose a passé le mois de janvier à draguer Jimmy Uso, le mari de Naomi, jusqu'au pire segment du mois. Mandy a offert la clé de sa chambre d'hôtel à Jimmy Uso, il y est allé, Mandy l'attendait en lingerie. Un paparazzi embusqué a pris des photos. Mandy a dévoilé son plan, elle se fout complètement de Jimmy, et elle veut juste voir souffrir Naomi en détruisant son mariage. Puis Jimmy a révélé que Naomi était venue avec lui, les 2 femmes se sont battues et Mandy s'est enfuie. Alors, dans l'ordre. 1. Pourquoi on a vu Jimmy Uso hésiter avant de rentrer s'il avait un plan? 2. Pourquoi Mandy n'est pas du tout déphasé du fait qu'il y a un caméraman de SmackDown dans sa chambre d'hôtel? 3. Le photographe était enfermé dans la salle de bain depuis combien de temps exactement? Comment il a su à quel moment sortir? 4. Pourquoi penser que les photos feraient douter Naomi? Elle a pas accès aux épisodes de SmackDown? 5. Pourquoi Mandy a tout révélé à Jimmy? C'est totalement inutile. 6. Mandy en peignoir a eu le dessus sur Naomi en tenue de ring et avec l'effet de surprise. Naomi est une ancienne championne, bordel. 7. Pourquoi avoir choisi un format de réalisation avec des cuts, alors qu'une caméra cachée posée par Mandy dans la chambre aurait résolu presque tous ses problèmes? Bref, aucun problème avec la sexualisation des personnages, vraiment aucun problème. Mais que ça soit un moyen et pas une fin, quoi, parce que là, clairement, ils se sont dit... On a foutu Mandy Rose en lingerie, alors ça va marcher, elle a pas besoin de se casser le cul à la réalisation, aïe aïe aïe, ce que je veux dire. Et le plus déprimant, c'est qu'ils ont raison, putain. Mandy Rose, mention déshonorable. Lower midcard. C'est dur à croire, mais à une époque, le titre des États-Unis était vraiment prestigieux. Là, ce mois-ci, Rusev a donc gagné le titre, fin 2018, n'a pas eu un seul match pour le défendre, avant le kick-off du Royal Rumble où il l'a perdu face à Nakamura. Et 2 jours après, Nakamura a perdu le titre contre R-Truth, qu'il a défendu dans la foulée contre Rusev. Rusev n'a pas réussi à vaincre R-Truth, qui venait d'avoir un match. Ah oui, alors oui quand même, la raison pour laquelle Rusev a affronté Nakamura, c'est que Nakamura l'a agressé. Lana, la femme de Rusev, a sauté sur son dos, et Rusev a donné un coup de pied à Shinsuke, qui a fait que Lana est donc fatalement tombée, puisque le japonais est tombé. La gravité, voyez-vous. Le choc a été tel qu'elle a dû prendre 1 semaine de congé pour s'en remettre.
Lana, tu te bouffes une mention déshonorable parce qu'à un moment, va falloir décider si ton personnage c'est une catcheuse ou une poupée de chiffon. Hop, midcard! The Miz et Shane McMahon ont battu The Bar pour devenir les nouveaux champions par équipe de SmackDown. Ça devrait m'énerver. Je le sais. Et quelque part, ça m'énerve un peu. Mais The Miz réussit à faire fonctionner le truc, notamment la dernière semaine de janvier, où Shane McMahon a fait venir le père du Miz sur le ring pour qu'il lui dise qu'il l'aime et qu'il est fier de lui. J'aime cette histoire, et je la trouve super touchante. Et ça m'emmerde. Mustafa Ali a été dans une très courte rivalité avec Samoa Joe, qui n'est peut-être pas finie. Joe a remporté leur premier affrontement, mais ils se réaffronteront dans l'Elimination Chamber en février. Et surtout, dans son excellent run dans le Royal Rumble, Mustafa Ali a éliminé Samoa Joe. D'ailleurs, si vous me demandez, je considère qu'Ali est l'homme du match de ce Royal Rumble. Certes, Seth Rollins l'a gagné, mais il a passé 10 bonnes minutes à l'extérieur et n'a vraiment eu aucun spot notable, à part bien sûr sa victoire. Alors que Ali, le deuxième homme à être resté le plus longtemps après Rollins, en a eu 3. D'abord, il a éliminé le vainqueur de l'année dernière, Shinsuke Nakamura. Ensuite, il a éliminé son rival, Samoa Joe, qui lui-même avait déjà éliminé 3 personnes. Et enfin, il s'est fait éliminer par Nia Jax. Ça veut dire que c'est la seule personne dans ce Rumble à n'avoir été éliminée que par pur effet de surprise. Pas parce qu'il était distrait ou parce que son adversaire était plus rapide ou plus puissant que lui. Disons-le, il a été éliminé par galanterie. Il n'a pas voulu attaquer Nia Jax, Jax s'est servi. Bref, si vous voulez avoir mon avis complet à ce sujet, je vous invite à regarder mon bilan du Royal Rumble, et sinon, Mustafa Ali, 7ème place en janvier. On va parler des 2 VIP du mois, hein, ce serait dommage, enfin, pas VIP en termes d'histoire, mais largement VIP en termes de qualité de match, Andrade et Rey Mysterio. Ils ont eu 2 matchs ce mois-ci, mais alors leur deuxième match, au meilleur des 3 manches, ça va peut-être surprendre, vous allez peut-être pas être d'accord, mais alors qu'on a eu 2 Royal Rumble et 2 excellents matchs de championnat féminin et un très bon match pour le titre universel, je pense que le deuxième match Andrade contre Rey Mysterio est le meilleur match du mois sur le roster principal. En tout cas, c'est suffisant pour que j'accorde à Rey la 6ème place du classement de janvier et à Andrade la 4ème place. Le storytelling en moins, c'était pratiquement du niveau NXT sur le roster principal. Main Event! Bon alors, il y a un Main Event masculin et un Main Event féminin. J'imagine que vous vous doutez de qui sont les 2 derniers noms dans le classement à la 1ère et à la 3ème place. Je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps. Becky Lynch est enfin à la 1ère place du classement de Statch. Et comment ne pourrait-elle pas l'être? Elle est clairement la superstar du PPV au Royal Rumble. Et avant ça, mon dieu, ça a été un gros mois pour Becky Lynch. Elle a été adoubée par John Cena. Elle a vaincu Charlotte Flair et Carmella pour obtenir un match pour le titre au Royal Rumble. Et surtout, elle a défié Ronda Rousey directement à Raw, les yeux dans les yeux, devant une foule en délire. Becky Lynch est l'une des rares très bonnes histoires que la WWE arrive à raconter sur la longueur. À ce point que je n'ai qu'une frayeur, qu'elle ne soit protégée que pour être donnée à bouffer à Rousey à WrestleMania. Ce serait une énorme erreur de booking, sauf s'ils ont l'intention de rendre Ronda Rousey heel. Ce qui me semble être une énorme erreur de marketing. Donc j'espère qu'après WrestleMania, on pourra voir plein de petits haters se plaindre en ligne que le show était prévisible. J'ai parlé de Becky Lynch en premier parce que j'ai envie de parler de Daniel Bryan, 3ème du classement donc, en détail. Parce que lui aussi, son mois a été incroyable et je tiens à en parler en détail. D'abord, il a fait une promo directement parmi la foule à l'extérieur de l'arène, donnant un côté très vivant, très nouveau au truc. Il a critiqué la surconsommation des fans en jetant un coca et un hot dog à la tronche de leurs consommateurs respectifs, avant de préciser qu'il avait du merchandising sur le WWE Shop, mais qu'il ne le portait pas, parce qu'il en avait rien à foutre d'en faire la promotion. Et ce faisant, il en fait la promotion. Retournant dans l'arène, il descend des marches parmi le public et leur hurle dessus « Ignare, change » ou « Impotent, change ». Bref, il joue à fond la carte du méchant vegan en donnant un message extrêmement positif de la pire des façons. Je le soupçonne même de chercher la limite de ce système. À quel point les gens sont prêts à huer son message si la forme leur convient pas. Pourquoi je pense ça ? 2 semaines plus tard, Daniel Bryan doit avoir un face-à-face avec AJ Styles mais refuse de rentrer sur le ring. Il a donné 2 promos d'affilée ce soir-là et j'ai eu l'embarras du choix pour piocher ma réplique du mois dans ces 2 promos. D'abord, il affirme qu'il se sert de sa place comme champion pour passer un message, alors qu'AJ Styles ne s'en servirait que pour l'argent et la notoriété, pour transformer les gens en panneaux publicitaires obèses de son propre merchandising. Il affirme que les gens veulent voir AJ Styles champion parce qu'il les divertit, il les amuse, mais qu'à aucun moment il ne les fait réfléchir. Puis il s'en prend à Vince McMahon, présent sur le ring, lui reprochant à lui et à sa génération l'état actuel de la planète. Daniel Bryan s'en prend à Vince McMahon, à l'autorité
Et le public est contre Daniel Bryan, ça fait pas un an qu'il est revenu. C'est absolument incroyable. 2 semaines plus tard, Bryan pousse encore plus loin. Il arrive avec un t-shirt No violence, no homophobia, no sexism, no racism, freedom, peace, love. Il confesse une part de son hypocrisie qu'AJ Styles lui avait reproché. Il porte un championnat en cuir. Il raconte même qu'il imagine la vie de l'animal qui est mort pour créer ce titre, pour créer ce symbole. Il jette la ceinture à la poubelle et dévoile un nouveau titre éco-responsable, en chanvre, en bois et en pierre. Et là, il se passe un truc avec le public. Il ne se fait plus huer, il se fait foutre de sa gueule. Le public est gêné. Et là, c'est pas le fan de catch qui parle, c'est la personne. J'avais peur, je comprenais pas la stratégie d'antagoniser un personnage dont les valeurs sont positives. Au-delà de l'aspect ahurissant du truc, de voir une foule entière acclamer la pollution, c'était un pari risqué, mais relevé. Maintenant, je comprends. Le message passe. Quand Daniel Bryan raconte la vie de Daisy, donc la vache morte pour créer un symbole, les adultes se foutent de sa gueule, mais tu peux être sûr que les enfants entendent. Et s'ils se foutent de sa gueule, c'est parce que Bryan leur raconte qu'une vache capable de ressentir de la joie et de la douleur est morte. Et ça passe de travers. Mais je vais pas m'attarder plus longtemps sur le côté politique du truc, parce que je sais qu'il faut pas parler véganisme sur YouTube, ça porte malheur. Parce que côté catch, c'est aussi grandiose ce qui se passe. Daniel Bryan rejoint le club très fermé des catcheurs qui ont customisé leur titre, et contrairement à tous les autres, ce n'est pas pour vendre des jouets aux gosses, c'est pour faire passer un message. Ça, c'est nouveau. J'ajouterais que la nouvelle ceinture non seulement est magnifique, goût personnel, mais qu'en plus elle est très originale, ce qui l'a fait se démarquer de la compétition. J'avais un peu peur qu'elle soit un peu cartoonesque, vous savez, genre une grosse planète ou une dominante verte, ce genre de conneries, mais non, elle est super élégante. Il y a même des pierres turquoises pour évoquer le côté précieux du titre, ça c'est très ingénieux. Et enfin, dans sa dernière promo à SmackDown, en janvier, alors que 5 autres personnes se battaient pour avoir une chance d'obtenir un match pour le titre, Daniel Bryan scandait « No, no, no !» Une façon tout en subtilité d'encourager le public à faire quoi? Yes, yes, yes. Bref, Daniel Bryan fait passer ses valeurs, entretient le Yes Movement, marque l'histoire de la WWE, joue avec le public comme personne, est tellement bon pour se faire détester qu'il fait applaudir non seulement la pollution, mais l'obésité, le merchandising et même Vince McMahon, pour citer Jim Ross, le diable en personne. Je pense qu'on n'a pas connu un aussi bon champion de la WWE depuis CM Punk en 2012. Emmené par Becky Lynch et Daniel Bryan et consolidé par Andrade, Rey Mysterio, Mustafa Ali et Samoa Joe, SmackDown a été le meilleur show de la WWE ce mois-ci, avec une note moyenne de A-. Allez, on va doucement conclure l'émission, d'abord avec la citation du mois, comme j'ai dit, on va taper dans les promos de Daniel Bryan, s'adressant directement à Vince McMahon. Ces gens-là se sont prosternés devant toi quand tu es arrivé, mais ils ne se rendent pas compte que toi et toute ta génération, vous prenez, sans jamais rien donner en retour, privilégiant vos profits à la fois aux gens et à la planète, à chaque fois, et ils se prosternent devant toi pour ça. Ils se prosternent devant toi pour ça. Le Regal du mois en janvier, c'est Lilian le bûcheron qui me demande « Salut Link the Sun, bonjour Lilian, Finn Balor devient le Demon King en quelle occasion ?» Eh bien Lilian, Finn Balor peut faire les anniversaires, les mariages, les bar mitzvahs, les enterrements, mais c'est plus rare, évidemment pour Halloween, et à l'occasion, ça lui arrive aussi de devenir le Demon King dans les PPV de la WWE. En février, on se retrouve dans la nuit du 17 au 18 pour Elimination Chamber, PPV durant lequel Daniel Bryan devra défendre son titre contre Jeff Hardy, Randy Orton, Mustafa Ali, Samoa Joe et AJ Styles, la première défense de titre de The Miz, Shane McMahon contre les Usos, et surtout un Elimination Chamber en équipe pour couronner les toutes premières championnes par équipe de la WWE. Avec un gros astérisque. Sinon, comme toutes les semaines, Raw et SmackDown le mercredi et le vendredi à 20h40 sur AB1 et NXT et 205 Live sur le WWE Network. Pour vous remercier d'être resté jusqu'au bout de la vidéo, je vous propose une très mauvaise blague. Je plains sérieusement le prochain adversaire de The Man, parce que ce sera la prochaine personne que les fans de Becky lynchent. Bonne fin de journée à tous et à la prochaine. Ciao.